Bonjour Stéphanie, Bonjour Marilyn. merci d'avoir accepté notre invitation. On prend un moment aujourd'hui pour parler avec toi, qui est représentante du secteur des CPE à la F3S CSN, pour parler de cette fameuse question de la valorisation du métier d'éducatrice à l'enfance et de toutes les personnes aussi qui gravitent autour de ces éducatrices qui sont tellement essentielles. J'utilise le féminin parce que on sait que c'est un métier qui est majoritairement féminin. Tu sais, quand on parle de la pénurie de places en service de garde éducatif à l'enfance, on revient toujours à se demander pourquoi on en est rendu là, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement enfin compléter le réseau. Et ce qui revient constamment dans l'équation, c'est le fait que ça prend énormément de personnel supplémentaire pour s'assurer que toutes les places qu'on crée, finalement, il y ait un professionnel, une professionnelle pour prendre soin de nos tout-petits. On aura beau construire toutes les garderies du monde, si on n'a personne dedans pour s'en occuper, on sera pas plus avancé. Et puis, c'est là qu'on en vient toujours à cette notion de, il n'y en a pas assez, il y a un manque de valorisation. Puis moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par là? De quoi auraient besoin les éducatrices à l'enfance pour vraiment qu'on les valorise? Qu'est-ce que ça veut dire, la valorisation de ce métier qui est tellement important pour les familles et pour nos tout-petits? Mais je pense que dans un premier temps, il faut qu'on se sorte du carcan du métier de soins, puis de métier majoritairement féminin. La femme, c'est naturel pour elle de prendre soin des enfants, comme un rôle traditionnel. Je pense qu'il y a toute la mentalité qui doit évoluer à ce niveau-là, au niveau de toute la société. De un, si on est reconnu comme étant le premier maillon de l'éducation à l'enfance, de tout le volet préscolaire, ça apporterait déjà une reconnaissance de dire « Hey, mes travailleurs, mes travailleuses, les éducateurs, les éducatrices à l'enfance, là, c'est pas un don de soi qu'ils font, là. C'est un vrai métier, c'est vraiment le premier maillon de l'éducation préscolaire qui est fait dès le plus jeune âge. » Puis ça, pour avoir cette reconnaissance-là, on n'a pas le choix que ça passe, de un, par les conditions de travail, mais de deux, dans toute la reconnaissance qui peut être faite au niveau social, gouvernemental, médiatique aussi, de ce métier-là, qui est un métier noble, qui n'est pas un métier où est-ce qu'on vient boucher les trous, là. Puis là, on est dans une tendance vraiment épeurante, parce qu'on est à la course au développement de place, puis que du même souffle, on perd des travailleuses, et que là, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il met en place des mesures, puis qu'il dit, là, à peu près n'importe qui pourrait venir travailler en CPE, on va te former après ça je vais dire former sur le tas, là, c'est pas vraiment la bonne expression, là, mais on va te former rapidement sur le plancher pour que tu puisses apprendre les rouages du métier. Fait qu'on passe à côté complètement de tout ce qui est la qualité de la formation. C'est 3 ans de technique collégiale que ça prend pour vraiment posséder une fine connaissance du développement de l'enfant, de tout ce que l'enfant a besoin pour être accueilli et accompagné dans son développement de 0-5 ans. Fait que si on reconnaît que ça prend du personnel qualifié, compétent, à la hauteur de la qualification, pas une qualification à la va-vite là, en 3 mois, là, pas une qualification sous-qualification de base, une vraie qualification collégiale qui est des études supérieures, puis qu'on le rémunère de façon décente, à la hauteur, je pense que là, on atteindrait une valorisation qu'on recherche depuis tellement d'années là, dans l'éducation à l'enfance. C'est une lutte de tous les instants. Parlons-en justement de cette spécialité, de ces études, du fait d'être une éducatrice qui est formée. En quoi, dans le quotidien, là, à quoi ça ressemble la journée justement d'une éducatrice? Je pense que ce serait intéressant d'en parler parce que ça va tellement au-delà de oui, je vais garder vos enfants. Hein? Je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui perçoivent évidemment les éducatrices à l'enfance comme des gardiennes, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'expliquer l'ensemble de ce que fait une éducatrice à l'enfance. Admettons une journée type là, ou une semaine type, à quoi ça pourrait ressembler là, en service de garde éducatif pour une éducatrice? Oui. Bien, j'ai toujours dit, parce que ça fait 22 ans que je suis éducatrice à l'enfance, j'ai toujours dit que quand on arrive au CPE, c'est comme partir sur la ligne de départ là, d'une course, là, qui a un coup de fusil dans les airs, puis là, tu pars, puis tu arrives à la fin de ta journée à 5h30, puis
sais plus ce qui s'est passé. Tu te souviens plus de ta journée tellement que tu as juste couru là, d'un bout à l'autre de la journée. Fait qu'une journée type, dans un CPE, il y a les horaires de travail, tout le monde arrive chevauché aux 15 minutes pour réussir à faire l'accueil des enfants, l'accueil des parents, pour avoir vraiment le transfert de, comment a été sa soirée d'hier, sa nuit, son matin, puis avoir vraiment un transfert de communication avec le parent. Il y a toute la période d'accueil de tout son groupe et parfois du groupe des autres enfants, puis après ça, on va se répartir les enfants dans les groupes auxquels ils appartiennent, puis on va débuter notre journée. Fait que rapidement comme ça, là, on a toutes les routines là, de collation, de toilette, de retourner dehors, de lavage des mains, de dîner, de sieste. Là. Une routine normale d'enfant, mais tout au long de sa journée, l'éducateur doit avoir tout mis en place les éléments qui vont faire en sorte que l'enfant va être bien accueilli, va se déposer dans son groupe sans être bousculé dans un horaire, va passer au travers sa journée en ayant des points de repère sécurisants et encadrants. Il va pouvoir évoluer tout au long de sa journée en jouant avec ses amis, en suivant les routines, en écoutant les consignes, en développant sa créativité, puis toutes les sphères de son développement que l'éducatrice va avoir pensé d'avance dans son groupe, dans son local, dans les activités de la journée. Quels sont les outils qu'elle va mettre en place, qu'elle va mettre à disposition de l'enfant, qui va pouvoir rentrer dans son jeu, avoir tout son univers créatif, son imagination avec ses amis, ses interactions sociales, et ne pas se rendre compte que sa journée va se défiler. Pouvoir répondre à tous ses besoins, aller jouer dehors, manger, dormir, être sécurisé, mais tout passer au travers de sa journée sans avoir eu de période difficile où est-ce qu'il s'est désorganisé, où est-ce qu'il y a eu des conflits. On ne peut pas tous les éviter, les conflits, mais l'éducateur, c'est comme des magiciens. Ils mettent tout en place pour que l'enfant puisse évoluer dans son milieu, puisse se développer sans même s'en rendre compte. Et la quantité d'apprentissage qu'un cerveau 0-5 ans peut faire, c'est incroyable à quelle vitesse ça se développe. Moi, mon groupe d'âge préféré, c'est les 18 mois, 2 ans, parce qu'au début de l'année, ils sont tout petits, ils ont une couche, ils ont une suce, ça parle pas, ça fait juste pleurer, puis à la fin de l'année, là, ils s'habillent tout seuls, ils n'ont plus de suce, ils n'ont plus de couche, ils disent des mots, ils ont appris plein d'affaires, ils pointent les trucs, ils les reconnaissent, c'est vraiment fou le changement qu'il y a dans ce groupe d'âge, c'est pour ça que c'est mon préféré. Mais c'est incroyable de voir la vitesse à laquelle les enfants se développent puis apprennent. Donc, l'éducatrice va vraiment faire en sorte que chacune des interventions qu'elle va faire auprès de chaque enfant, que ce soit dans la bonne humeur de l'enfant ou que ce soit pour gérer une crise ou une chicane, ou pour gérer les 8 qui se sont désorganisés et qui se sont mis à courir partout parce que là, ils sont rendus foufous, on vient de finir de dîner, il y a du couscous partout qu'il faut ramasser. Bien, chacune de ces interventions, elle va avoir une intention pédagogique derrière. Elle va parler à l'enfant comme s'il était seul au monde dans sa communication avec son éducatrice. Elle va y parler comme étant un être humain à part entière qui est en train de faire des apprentissages. Puis, elle va avoir une intention parce qu'elle sait, elle a observé, elle a pris des notes, elle sait que lui, cet enfant-là, dans son stade de développement, il serait rendu à avoir plus de conscience sur le respect de la limite de son ami. Quand est-ce que son ami lui dit non, puis je veux pas que tu viennes jouer trop proche de moi. Mais il est rendu là dans son développement. Fait que son éducatrice va être capable de faire son intervention en même temps qu'elle ramasse son couscous partout, qu'elle rince les bols, qu'elle en envoie 2 aux toilettes. Elle va être capable de faire une intervention super douce et délicate pour lui demander est-ce que tu peux peut-être aller te chercher un livre ou aller voir tel autre ami parce que lui, ça ne tente pas de jouer. Fait que son intention pédagogique va être derrière son intervention tout en étant une pieuvre multifonction qui va faire en sorte que tout le monde va arriver à se coucher à l'heure prévue avec leur doudou, leur toutou. Il n'y aura plus de couscous nulle part.
tout va se déposer, puis on va avoir une petite période de sieste tranquille avant de repartir de plus belle dans l'après-midi. Puis ça va défiler comme ça jusqu'à la fin de la journée, parce que vers 4 heures, ils commencent à partir. Puis là, les plus insécures ont hâte que leurs parents arrivent, puis ils trouvent que c'est donc bien long, mon Dieu. Puis il y en a d'autres qui sont juste super pressés d'aller dehors. Puis là, on doit mettre de la crème solaire. On crème les 8 enfants. On retourne faire pipi, on ramasse notre local. Puis on refait le message à la fin de la journée aux parents en essayant de se souvenir de, ben, tu sais, il est arrivé telle affaire ce midi, puis il est arrivé telle autre affaire ce matin, puis tu peux évaluer le rapport. Puis tout au long de sa journée, elle va avoir pris des petites notes sur des petits post-it de chacun de ses enfants, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement, quelle action concrète il vient de faire que je pourrais prendre en note pour l'inscrire dans mon dossier de l'enfant que j'aurai à faire le 15 juin prochain. Fait que son cerveau, là, il est déployé comme ça, l'éducatrice. Elle voit partout ses enfants. Elle voit même ceux qui sont en arrière. Puis elle voit où est-ce qu'elle veut s'en aller dans sa journée, puis dans sa semaine, puis dans le développement des enfants, où est-ce qu'ils sont rendus, parce qu'ils ne sont pas tous au même stade, chacun des enfants. Moi, ce que j'entends là, quand tu nous parles de cette journée fort occupée de l'éducatrice, c'est premièrement qu'elle ne chôme pas. Hein? On s'entend, on voit que il y a énormément de tâches parallèles qui doivent être faites au même moment. Ça lève un petit drapeau rouge d'épuisement. On y reviendra peut-être. Mais ce que j'entends aussi, surtout, c'est à quel point l'éducation est au cœur, en fait, de la mission de l'éducatrice. En quoi tu penses le rôle des éducatrices qui sont formées et qui accompagnent nos enfants au quotidien a un impact sur cet enfant-là dans son cheminement, même au-delà de la fréquentation d'un service de garde? Ah oui. Je pense que l'impact, il est immense. On ne mesure pas à quel point il y a un impact. Puis je trouve ça... Ce que je trouve vraiment le fun, c'est que oui, il y a le lien d'attachement avec son éducatrice, mais il y a aussi tout le réseau. C'est un peu comme deux parents, puis les grands-parents, puis la tante Joanne. Tu sais, tout le personnel en place va être complémentaire, justement, pour accompagner l'enfant. Puis, je disais tout à l'heure, là, les enfants, c'est comme des petits diamants bruts. Là. C'est des petits êtres humains à l'état brut. Puis les enfants, on les prend comme ils sont et on va réussir à... C'est un enfant, c'est comme un être humain à l'état brut qui n'a pas appris les règles sociales. Il n'a pas appris où est-ce qu'elle est la limite, qu'est-ce que je dois faire pour bien fonctionner en société. Fait qu'on va vraiment avoir un rôle d'éducation dans ses interactions, dans son développement, dans son comportement, dans sa façon de voir la vie, de voir les choses, de réagir, son autorégulation aussi. Fait que l'impact, il est vraiment grand pour toute la vie de cet être humain-là qui va devenir adulte un jour. Beaucoup plus large que dans l'instant présent, puis j'ai appris à attacher mes souliers. C'est exponentiel tout ce qu'il va avoir appris. Puis c'est démontré, et les études le démontrent, que d'investir en petite enfance rapporte à l'ensemble de la société pour une panoplie de raisons, mais notamment aussi de par l'influence que ça a même sur l'ensemble du parcours scolaire de l'enfant, là, le fait que dans la période 0-5 ans, il y ait vraiment eu un développement optimal de son potentiel, de ses compétences. Là. Oui, vraiment, il va être bien plus disposé à apprendre. Quand il va arriver en classe après, il aura déjà tout fait ses expériences d'interaction sociale, de connaître les limites de l'autre, d'apprendre à écouter des consignes, d'apprendre à suivre. Il va être beaucoup plus disposé à ensuite s'asseoir. Il faut que ce soit adapté à où est-ce qu'il est rendu dans son développement. Puis, on va vraiment soutenir l'enfant dans son développement pour que tout soit adapté à lui, où est-ce qu'il est rendu, pour réussir à l'amener à la même place que les autres pour être disposé quand il va rentrer à l'école. Parce que les enfants ne se développent pas au même rythme. Un enfant peut avoir un trouble de langage ou seulement un retard et avoir besoin de plus de temps, lui, pour réussir à bien prononcer chacune des lettres et des syllabes. Et on va pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse rattraper justement ce petit décalage-là avec les autres, puis après ça, être prêt et disposé pour arriver sur les bancs d'école. C'est tellement un rôle important, puis je pense que c'est ça. Nous, on le nomme souvent que l'éducation commence bien avant 5 ans, puis ça en est une autre preuve. Là.
Quand tu parlais tantôt de la journée typique là, d'une éducatrice, je me disais, mon Dieu, il faut faire ces interventions-là, puis être là à 100%, accueillir l'émotion, avoir cette approche pédagogique, réfléchir, s'assurer de se rappeler de, ce qu'on va noter, ou peut-être de se rappeler d'où est rendu chaque enfant dans son évolution. Mais là, en même temps, si je comprends bien, il faut aussi que, bon, oui, on s'occupe des soins des enfants, mais il faut aussi que on fasse du lavage, on ramasse les tables, Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est... Je veux dire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de tâches qui incombent aux éducatrices. Est-ce que c'est pas là une des raisons pourquoi peut-être c'est difficile d'avoir des éducatrices en nombre suffisant finalement pour s'occuper de nos tout-petits? Oui, ça n'a pas toujours été comme ça. Dans la création des CPE, dans les tout débuts des CPE, on avait des conditions qui étaient beaucoup plus gagnantes. Les charges étaient beaucoup mieux réparties. Puis, on dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant, mais un CPE, c'est comme un petit village. Ça prend une responsable en alimentation, ça prend une équipe dans le bureau, une équipe de direction, ça prend des préposés, des aides. On a les éducateurs, les éducatrices, mais tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde attrape un petit bout. Puis au fil des années, il y a tellement eu de coupures, de compressions dans les subventions gouvernementales des CPE que les directions se sont retrouvées à couper des petits bouts partout où est-ce qu'ils pouvaient. Et chacun des petits bouts qu'ils coupaient, bien, retombait dans la cour des éducatrices. Donc, on a presque plus de préposés. Il en reste encore, mais il y a beaucoup de places où est-ce qu'il y avait des préposés qui ont été coupés. Bien, qu'est-ce qu'elle faisait, la préposée? Elle faisait le tour des locaux pour ramasser les bavettes puis les débarbouillettes après le dîner, qui était ça. Elle va faire le lavage des housses de dodo, de matelas, désinfecter les matelas, désinfecter les jouets, désinfecter la grande salle, courir le lavage, remplir les bouteilles de désinfectant, remplir les machines de distributrices de papier. Tu sais, c'est toutes des petites tâches qu'on voit pas, mais là, quand on n'en a plus de préposés qui font ça, bien, l'éducatrice, les éducateurs doivent se parler entre eux. OK, le matin, je vais aller courir le lavage, mettre les housses parce que c'est ma journée à moi dans mon groupe, puis il va falloir que je retourne. Peux-tu surveiller mon groupe? Il faut que j'aille mettre le lavage en sécheuse. Puis après le dîner, oh non, personne n'a lavé les débarbouillettes, j'ai plus de débarbouillettes propres. Tu sais, on court partout, on cherche les nappes. Il y a toujours des tâches comme ça qui sont tombées dans la cour. Les responsables en alimentation en ont énormément aussi, ont été beaucoup coupés dans leur budget et dans leur temps, doivent réussir à faire des repas toujours de plus en plus, au niveau du guide alimentaire canadien, puis Gazelle et Potiron, on a plusieurs plateformes qui régissent justement là, la qualité de la nourriture aussi. Mais ils n'ont plus personne qui va venir faire la mise en place, la préparation, la distribution. Elles vont devoir elles-mêmes aller porter les cabarets partout. Puis après ça, ils n'ont plus le temps de les laver là, après. Donc, l'éducatrice va devoir rincer son cabaret, rincer sa nourriture, rincer ses bols pour le ramener, pour s'entraider avec la responsable parce qu'on n'a plus justement la préposée qui va faire la job entre les deux. On a perdu beaucoup de travailleuses qui remplaçaient les pauses, puis les fins de journée, les planifications. On s'est retrouvés comme éducatrice à devoir auto-remplacer la pause de l'autre. Je vais surveiller ton groupe pendant que tu vas en pause, surveille le mien. À la fin de la journée, on est obligé de dispatcher, là, répartir les enfants dans les groupes. Ceux qui, OK, toi, t'en as 2 de partie, je t'en envoie 2 parce que là, il faut que je termine. Moi, je termine de travailler à 4h30. Là, toi, as-tu de la place? OK, je t'en envoie 2. C'est un travail de faire la chaîne téléphonique, de courir, d'amener les enfants, puis que ça soit le fun pour l'enfant d'aller jouer dans le groupe de l'autre. Tu sais, que ça soit pas « Ah, je suis obligée de couper mon jeu parce que j'avais du fun avec mon ami ». De gérer l'enfant qui n'est pas content, d'aller dans le groupe de l'autre, de s'assurer qu'il a ses souliers, puis qu'il a déjà mis sa crème solaire, puis qu'il a sa casquette pour aller dehors. Fait que tout ça fait en sorte qu'elle doit penser à 1000 choses en même temps. Et les coupures ont eu cet impact-là. Fait en sorte que la charge de travail est de plus en plus élevée pour nos travailleuses en CPE. C'est clairement quelque chose qu'il faut qu'il soit allégé, j'ai l'impression, si on veut que les éducatrices puissent souffler un peu, puis si on veut avoir suffisamment de personnel justement pour s'occuper de nos tout-petits, puis faire ce métier qui est tellement important et noble, comme tu le nommais. J'ai envie de finir en sachant, qu'est-ce que tu dirais peut-être à une
une jeune fille ou un jeune homme qui aurait envie de se lancer dans la profession, mais hésite, entend parler justement des conditions qui sont difficiles, mais qui aime les enfants, a envie de contribuer à cette tâche tellement importante qui est de, tu sais, s'occuper, prendre soin de nos tout-petits, puis surtout les aider à développer leur plein potentiel. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui se questionne à savoir si elle ou il devrait se lancer dans ce beau métier? Je dirais, moi, j'adore vraiment mon métier d'éducatrice à l'enfance. Je trouve que les jeunes auraient tout intérêt à choisir de s'inscrire dans ce deck-là. Premièrement, il y a des bourses perspectives présentement, donc c'est vraiment avantageux monétairement de t'inscrire dans cette technique-là. Deuxièmement, on est en négociation présentement, on va continuer à travailler très fort pour augmenter le salaire et les conditions de travail. Mais troisièmement, la raison pour laquelle ils devraient s'inscrire en éducation à l'enfance, c'est que cette génération-là, ça me fait rire parce que j'ai des enfants de 17 et 19 ans, ils ont été élevés avec les influenceurs, tu sais, YouTube, les YouTubeurs et compagnie. Et je pense que le plus beau métier d'influenceur, c'est le métier d'éducateur et d'éducatrice à l'enfance. Quand tu arrives dans ton local, les enfants sont tellement heureux de te voir, tu es comme une rockstar. Ils sont contents. Tu as tellement je vais dire de pouvoir, mais c'est pas le bon mot, là. Tu as tellement d'influence sur ces enfants-là que tout ce que tu vas dire ou faire va être précieux et va être entendu et va être absorbé par ces enfants-là. Et je crois que c'est la plus belle façon de faire une différence dans la vie des autres, dans la vie de ces enfants-là, dans la vie des parents de ces enfants-là, dans la vie de la société au grand complet. C'est la plus belle façon d'amener ta propre contribution et d'avoir une vitrine d'exposition exceptionnelle, là. C'est tellement gratifiant, là. Tu as vraiment le cœur rempli d'amour quand tu travailles auprès des enfants. Ils demandent juste à être aimés et acceptés comme ils sont et à s'amuser dans leur journée. Puis toi, ben, tout ce que tu as à faire, c'est de t'arranger pour que le milieu soit, l'environnement de ces enfants-là soit parfait puis qu'ils passent des bonnes journées. Puis je pense que c'est tellement gratifiant que les jeunes auraient avantage à choisir ce métier-là, qu'il n'est pas qu'un métier de soins, qui est vraiment un métier d'éducation de l'enfant, d'éducation de l'avenir. Puis, c'est un métier plein de promesses. Puis, il manque tellement de place en CPE encore. On n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en créer. C'est un métier d'avenir, encore aujourd'hui, je pense. C'est pas un métier qui va s'éteindre demain matin, ça, c'est sûr et certain. C'est tellement beau, puis j'ai été dit que je terminais avec ça, mais grâce à la magie du montage, je vais rajouter une question. Vous êtes présentement en négociation pour les conditions de travail des éducatrices, des travailleuses, en fait du personnel aussi au centre de la petite enfance et plus largement dans les services de garde éducatifs à l'enfance. Ça fait plus d'1 an que les travailleuses sont sans convention collective. Comment ça se passe, les négociations actuellement? En fait, on vient juste de réussir à commencer les négociations parce on est face à une partie patronale qui est à trois niveaux, hein. Le gouvernement, on a le ministère de la Famille, le Conseil du Trésor, le Bureau de négociation gouvernementale, puis les associations patronales qui sont face à nous. Donc, le temps que tout ce beau monde-là s'organise, là, ça a retardé un peu le début des négociations. On vient de commencer, on a pris connaissance des demandes gouvernementales, des offres, et eux ont pris connaissance de nos demandes. Je dirais les deux parties voient très clairement la pénurie de personnel. Nous, on l'appelle pénurie, eux appellent la rareté. Mais les deux parties sont tout à fait conscients qu'il y a quelque chose qui doit être fait, sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes solutions. Pour nous, on est à l'heure de chouchouter les travailleuses. Parce que de un, on veut en attirer des nouvelles. Si on veut créer des places, ça nous prend des nouvelles éducateurs, éducatrices. Et on veut garder notre personnel en place. Puis là, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est beaucoup de travailleuses qui se réorientent de carrière. OK. Après 10, 15, 20 ans, vont se réorienter.
parce que la chandelle est brûlée. C'est ça. On voit beaucoup de jeunes qui débutent la cohorte et qui ne se rendent pas à la fin des 3 années. Parce que durant les stages, réalisent que, ouf, c'est pas ce que je pensais. Puis on a des nouveaux, des nouvelles qui font quelques années, puis disent, ah non, finalement, la charge de travail est trop difficile. Donc, le personnel qui est en place, que ce soit les tout nouveaux ou ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là, on veut les garder en place. Et ce n'est pas en coupant dans les conditions de travail, ce n'est pas en pressant le citron un peu plus et en les obligeant à travailler plus, de faire plus avec moins, qu'on va les garder. Mais le gouvernement, sa vision à lui, c'est de dire hey, « moi, j'ai tellement pas beaucoup de monde en place, il va falloir que je les fasse travailler plus. » Donc, on est vraiment à milieu de s'entendre et il y a beaucoup d'articles dans la convention collective qui ne sont même pas encore du monétaire, là, qu'on fait juste parler de conditions de travail, qu'on échange des arguments de part et d'autre. Et la côte, elle est longue à monter, elle sera longue à monter avant qu'on soit rendu en fin de négociation. Je pense que le gouvernement va devoir faire des pas de géant vers nous et comprendre qu'on n'est pas à l'heure de faire des contreparties pour les travailleuses. On n'est pas dans un moment de toute l'histoire des CPE, là. On n'est pas dans un moment propice où est-ce qu'on peut dire « Oh, les travailleurs et les travailleuses en CPE sont des gros durs et il faut vraiment couper dans leurs conditions de travail. » On est à milieu de ça. La dernière négociation, on a eu une bonne augmentation salariale, mais qui a été différenciée pour les différentes appellations d'emploi. Ça a été une grosse lutte de s'assurer qu'on ne laisse personne derrière. Et malheureusement, on n'a pas réussi à rattraper tout l'écart qu'on avait avec le secteur public. On est encore loin derrière. Et l'inflation est arrivée juste au moment où est-ce qu'on a réglé la convention collective. Donc, on se retrouve que le salaire d'entrée d'éducatrice à l'enfance est tellement bas que tu peux travailler pour un meilleur salaire en rentrant au Tim Hortons. C'est ça. Parlons-en. Là, quand on rentre là, comme éducatrice qui a fait 3 ans de formation, combien on gagne? 21,36. 21,36 $. Oui. Oui. Et celle qui n'a pas de formation rentre à 18,56, je crois, quelque chose comme ça. C'est extrêmement bas. Oui. Oui. Je sais parce que mes filles ont volontairement choisi de ne pas aller étudier en éducation à l'enfance, malgré que je leur parlais très bien du métier. Trouvent que le salaire d'entrée de gamme n'est pas du tout intéressant. Après 3 ans de technique collégiale, non. C'est parce qu'on en a parlé tantôt, tu sais, de à quel point ce sont de grandes responsabilités, à quel point c'est une expertise, à quel point on doit en tout temps faire preuve de professionnalisme, de se rappeler son approche pédagogique. J'ai l'impression que ça ressemble quand même, dans certains points, à un rôle de professeur, tu sais, dans ce sens où est-ce qu'on on apporte énormément d'apprentissage à des enfants qui sont dans cette phase de développement qui est tellement cruciale. Donc, à ce salaire-là, c'est comme si ça va vraiment pas de pair avec la hauteur des responsabilités qu'on a, puis la charge de travail qu'on a qui est tellement importante, là. Vraiment. C'est vraiment pas à la hauteur de la charge que les éducatrices et les éducateurs ont sur leurs épaules, au niveau de la responsabilité, au niveau de toute la charge qu'il y a à faire. Puis, on n'a pas parlé non plus de tout le volet enfant avec des besoins de soutien particuliers qui est, mon Dieu, de façon exponentielle. Là. Ça fait 22 ans que je suis dans le réseau. Avant, on avait un enfant par 2 groupes qui avaient des besoins de soutien particuliers. Aujourd'hui, on en a 2, 3 par groupe. Là. Il y a vraiment une multiplication. La travailleuse qui a 3 ans de qualification en développement de l'enfant arrive, puis mon Dieu, cet enfant-là, c'est pas du tout... c'est pas du tout ce que j'ai appris sur les bancs d'école. Là. Tu sais, dans toutes les facettes d'une sphère de développement, là, mon Dieu, il y a des... Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vais avoir besoin d'aide, je vais avoir besoin de soutien parce qu'elle en a 8 à s'occuper en même temps. C'est ça. Donc, tout ce volet-là fait en sorte que sa responsabilité elle est beaucoup plus grande. On n'a pas encore d'éducatrices spécialisées en nombre suffisant. Elles sont sous-payées. Les éducatrices spécialisées peuvent gagner 2 fois plus dans le secteur public, là. C'est pas du tout intéressant de venir dans le réseau des CPE là, pour l'instant pour elles. Fait en sorte que les travailleuses à l'enfance n'ont pas suffisamment d'aide pour les enfants à besoin de soutien particulier. Donc, c'est sûr que rentrer à 21 et quelque chose de l'heure, là,
quand tu as fait 3 ans de technique puis que tu ne te sens pas suffisamment outillé pour les situations comme ça, où est-ce que c'est plus difficile, il y a 50% des chances que tu fasses juste réorienter de carrière puis poursuivre ton cheminement vers l'université, tu sais. Ce qui met davantage de pression aussi sur celles qui restent et qui donc, on est dans un cercle vicieux, là, finalement. Là. Ah, énormément. Quand les nouvelles, nos bonnes nouvelles qui sont formées, qui sont qualifiées, qui font « Hey, non, moi, je pars », là, c'est toujours un drame pour le reste de l'équipe de travail parce que celles qui sont en place, déjà, elles ont à travailler avec une entrée massive de nouvelles travailleuses qui sont non qualifiées. Parce que c'est ça qui arrive présentement. On manque tellement de personnel en place que c'est du personnel non qualifié qui nous est envoyé, soit par les agences, soit par le gouvernement qui dit « OK, ben, n'importe qui peut le faire, allez-y, on va vous aider à vous former sur le plancher », mais ça fait en sorte que c'est qui forme ces travailleuses-là? C'est la collègue de travail. Donc, moi, je suis dans mon groupe, j'ai mes 8 enfants à m'occuper, ma collègue, la porte d'à côté, a ses 8 enfants, elle est non qualifiée. Moi, je les entends, ces enfants qui se désorganisent, là. Puis je dois aller l'aider à faire des interventions. Puis en plus, il faut que je lui explique les routines, juste d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans le technique, dans le concret, c'est une chose. Mais en plus, moi, je vais être obligée d'aller lui dire comment faire une intervention appropriée. Pourquoi il ne faut pas qu'elle crie après ces enfants-là? Comment elle pourrait les inciter à ranger d'une façon beaucoup plus sympathique que de crier après eux autres? Donc, moi, comme travailleuse qualifiée, expérimentée, je suis obligée d'aller lui donner une formation sur comment bien intervenir. C'est pas dans ma responsabilité. Ma responsabilité à moi, c'est lui expliquer où est-ce qu'elle va trouver son désinfectant, là. Mais parce que tu as déjà un groupe aussi à Exactement. gérer, c'est ça. Je dois gérer mon groupe, je dois l'aider à gérer son groupe, mais en plus, il faudrait que je lui montre comment devenir une bonne éducatrice. Tu sais, je veux dire, je vais me décourager, là, je vais juste abandonner, je vais fermer ma porte. Tu sais, c'est ça qu'on voit présentement. Les travailleuses expérimentées, qualifiées en place, sont obligées de travailler avec du monde qui sont non qualifiés. Ça fait double de travail pour elles, triple même si on considère qu'elles doivent former sur le plancher ces travailleuses-là. Puis ça équivaudra jamais à 3 ans d'études sur le plancher, sur les bancs d'école. Jamais. Parce qu'on a beau avoir toutes les meilleures intentions du monde, une formation, ça ne s'improvise pas. Tu sais, quand on pense à 3 ans d'études, c'est énormément d'apprentissage qu'on fait durant cette période-là. Là. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas, j'imagine, n'être que simplement d'instinct. Tu sais, je veux dire, il y a des techniques spécifiques, des théories qui doivent être mises en place aussi. Oui, il y a beaucoup de littérature sur le développement de l'enfant, comment son cerveau fonctionne, comment ses apprentissages fonctionnent, comment ses fonctions cognitives fonctionnent. Ça s'apprend pas, là, juste en regardant comment il fait une tour de bloc, là. C'est ça. C'est pas comme ça, là. Donc, le travail, il est vraiment long. Je veux dire, le temps que ces jeunes-là choisissent d'aller au DEC et sortent dans 3 ans, la pénurie de personnel n'est pas sur le point d'être réglée. Donc, pour réussir à renflouer là, les cohortes, là, il faut vraiment que sur la place publique, on reconnaisse le travail des éducatrices, des éducateurs, des éducatrices et de tout le personnel en CPE, puis qu'on augmente les salaires à un niveau de rattraper le secteur public minimalement. On est du parapublic, là, il n'y a pas de raison qu'on soit traité comme une sous-classe ou une sous-catégorie. Comment les parents peuvent vous appuyer justement dans cette mission-là? Oui. Bien, je pense que de un, les parents qui ont la chance de bénéficier d'une place en CPE peuvent, dans un premier temps, vraiment être reconnaissants auprès du personnel en place qui se donne corps et âme, ne serait-ce que pour le maintenir en place, là. Tu sais, de sentir que tu es reconnu, que tu es apprécié, que tu fais du bon travail, que tu es l'experte du développement de l'enfant. Le parent va être l'expert de son enfant, puis l'éducatrice va être l'experte de tous les enfants de son groupe et du développement de l'enfant. Donc, il y a une collaboration à ce niveau-là, puis une reconnaissance dans un premier temps. Et pour tous ceux qui ne bénéficient pas, bien, en fait, je continue avec ceux qui bénéficient d'une place, de s'impliquer auprès du conseil d'administration, auprès de l'Assemblée générale, auprès de la direction générale, pour vraiment aller au-delà de ce qui nous est présenté, d'aller voir comment va l'équipe de travail, aller voir comment vont les filles sur le plancher, de s'y intéresser, de participer
participer, parce que c'est ça la base des CPE, hein? C'est de la co-gestion là, à la base. Là. C'est supposé être les parents qui s'impliquent au bout pour faire tourner un CPE puis en créer des nouveaux aussi. Donc, il y a ça. Et au troisième niveau, je pense que c'est d'en parler positivement sur la place publique, de dire, moi, je cherche des places de qualité ou moi, j'ai une place de qualité, puis moi, je reconnais le métier d'éducateur, éducatrice à l'enfance et je crois qu'ils ne sont pas suffisamment valorisés. Puis d'en parler positivement. Ça m'est arrivé très souvent là, de dire que je suis éducatrice à l'enfance puis que les gens font « Ah, OK, moi, je ne ferais pas ça. » Tu sais, comme de dire « Ah, moi, je suis éboueur, moi, je ne toucherais pas les poubelles du monde. » Tu sais, il y a comme pas de reconnaissance, il n'y a pas un « Wow! » C'est vraiment hot ce que tu fais, là. Fait que si les parents peuvent contribuer en étant les premiers témoins de la magie qui opère dans les CPE, ça va déjà faire en sorte que le reste de la population, autant dans les médias sociaux, dans les médias traditionnels, puis ça va monter jusqu'aux oreilles du gouvernement parce qu'il les écoute, les nouvelles, puis il suit les médias sociaux, tout comme nous. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton temps. De rien, Marilyn. Merci pour ce matin. Merci.